Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Donc on présente cette conférence inaugurale donc en binôme avec Thiago, donc je vais intervenir, ensuite ce sera Thiago, et puis il y aura un temps d'échange si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à nous faire. L'économie circulaire, elle est sur toutes les lèvres, ou presque, c'est le nouveau développement durable. Penser en boucle, dynamiser le territoire. Nos déchets ne sont pas nos déchets, mais sont nos ressources. Tout au long de la journée, de ces 3 journées, comme on l'a vu avec le programme, et pour nombre d'entre vous, au quotidien, chaque jour de l'année, nous allons ensemble regarder les contours de l'économie circulaire, sa forme, sa fonction, son fonctionnement, ses grands et ses petits porte-parole et acteurs du quotidien. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer une réflexion sur notre système. J'aimerais poser les jalons des contraintes socio-économiques, diront certains, de l'économie circulaire. Et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, début septembre, je suis allée faire une promenade en forêt de Brocéliande en famille avec mon conjoint et nos 3 enfants. Je connais plutôt bien cette forêt, j'adore aller m'y promener, m'y perdre, c'est un plaisir à chaque fois. Sauf que voilà, ce jour-là, en arrivant, voici ce qu'on a vu. On a arrêté la voiture pour que je puisse prendre des photos et bien sûr, les enfants ont posé 1000 questions. Pourquoi les arbres ont brûlé? Où sont les oiseaux? Ah, mais est-ce que les maisons des oiseaux ont brûlé aussi? Les maisons des animaux ont brûlé aussi? Dans ces cas-là, où sont-ils? Que répondre? C'est un des grands moments de la parentalité. Comment leur expliquer les choses? D'abord, l'économiste de l'environnement engagé que je suis a voulu rappeler que ce qui était sous nos yeux, ce désastre, était la conséquence d'une longue chaîne d'événements qui trouvent leur origine dans la société capitaliste, dans le modèle productiviste et le consumérisme. J'ai voulu parler des 6 limites planétaires sur les 9 existantes que nous avons déjà franchies et de leurs conséquences sur l'intégrité, la viabilité et la résilience de notre planète. J'ai voulu parler des déchets, de la biodiversité, de la surexploitation des ressources, de la finance mondiale. Et puis, c'est finalement un message d'espoir que j'ai voulu donner aux 6 oreilles attentives dans ma voiture. Qu'un monde différent est déjà en marche, dans lequel l'humain est heureux et la société davantage apaisée, soucieuse de convivialité et d'attention à l'autre. En effet, l'humain, une fois détaché de la préoccupation d'accumuler des richesses, peut alors passer du temps à autre chose, à construire un monde qui fasse sens pour lui, en développant la solidarité, l'autonomie ou encore la créativité. Un monde donc, dans lequel la nature est préservée et dans lequel on entend les oiseaux chanter, perchés sur un arbre pas encore calciné. Un monde sorti de la contrainte du productivisme et de la course à la croissance économique. Un monde dans lequel, enfin, l'économie est à sa place. Justement, quelle est la place de l'économie? Pour tenter de répondre à cette question, je vous propose de jouer avec des petits ballons. Et ça tombe bien, puisque c'est le thème de cette année, ces petits ballons que vous avez vus sur la programmation. On va en prendre 3, au hasard, et on va les appeler économie, société et nature. Maintenant, on va mélanger ces ballons. On va les mélanger, les croiser, et on va voir ce que ça donne. Le développement durable. Sans doute, une grande majorité d'entre vous connaît déjà cette représentation. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit 3 sphères de taille identique, et quand on étudie un petit peu le symbole derrière ça, ça veut dire que chaque sphère, économie, nature, société, a la même importance. Et c'est très important de le souligner. Au croisement équitable de ces sphères, eh bien, il y a le développement durable. Je voudrais poser la question, est-ce que c'est la seule représentation possible de ces 3 sphères? Non, bien sûr, puisque le développement durable est un projet de société qui est né dans les années 80, qui répondait à des besoins identifiés alors, et c'est une construction conceptuelle humaine. Dès lors, s'il y en a une, il y en a sûrement d'autres. On va donc en examiner d'autres. Pour cela, on va d'abord faire un saut dans le passé, lointain,
Je vous emmène avant le XVIIIe siècle en Angleterre, avant la révolution industrielle. Cette analyse de ces sphères est le fait de Karl Polanyi, un économiste qui a étudié l'histoire des faits sociaux et économiques donc du XVIIIe siècle au milieu du XXe. Donc on retrouve nos 3 sphères, sauf que là, il n'y a pas de connexion entre elles. Chaque sphère est autonome. Polanyi parle de désencastrement pour illustrer ce phénomène. L'économie s'est autonomisée de toutes les lois sociales, morales, éthiques et même celles de la nature. Avançons un petit peu dans le temps, justement à l'époque de la révolution industrielle, au XVIIIe siècle en Angleterre. Révolution industrielle qui marque le début de ce qu'on appelle l'économie de marché, la forme économique qui, depuis, n'a fait que s'accentuer et s'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà que la sphère nature a carrément disparu. Pourquoi? À l'époque, les préoccupations environnementales n'en étaient pas, justement. Toute cette économie de marché, cette industrialisation a fonctionné grâce à l'utilisation massive d'énergie fossile, accessible en très grande quantité et à bas coût. Ensuite, on constate que la sphère économique prime sur la sphère sociale. Cette représentation du monde repose sur le postulat que si on laisse les marchés se réguler seuls, alors, et c'est presque magique, ils atteindront naturellement un équilibre, et pas n'importe quel équilibre, parce que l'équilibre atteint par les marchés est économiquement idéal, optimal, et en plus, c'est pas tout, cet équilibre de marché optimal va se traduire par un bien-être social lui aussi optimal. C'est la métaphore quasi mystique de la main invisible d'Adam Smith, qui est aussi à l'origine de la philosophie du libéralisme économique, du laisser-faire, laisser-passer. Puis les années 1970-1980 sont arrivées, et c'est l'effondrement de ce modèle. À une crise économique s'ajoute une crise sociale, une crise environnementale. Les prix des matières premières sont ultra volatiles, ce qui fragilise énormément la structure productive. Les inégalités économiques se creusent, les dégâts environnementaux se multiplient. En réponse à cet effondrement, donc on l'a vu, le projet du développement durable naît, avec les 3 sphères qui s'entrecroisent. Revenons un petit peu sur cette représentation. Tel que le développement durable est représenté ici, je ne vois aucune limite à l'accroissement de la sphère économique. Qu'est-ce qui me dit que ça ne ressemble pas à ça? D'ailleurs, la croissance économique, alors qu'on appelle croissance verte, croissance bleue, croissance équitable, croissance durable, est inscrite dans les objectifs du développement durable proposés par l'ONU. C'est même l'objectif numéro 8 sur 17 de ces objectifs. Or, qui peut penser qu'une croissance, même verte, exponentielle, infinie, est possible dans un monde fini? Selon l'économiste Kenneth Boulding devant le Congrès américain en 1973, seul un fou ou un économiste peut y croire. Bref, il nous faut borner la sphère économique, et voyons ce qu'on peut faire. Cette représentation est inspirée de l'analyse de René Passet, très grand économiste français, père fondateur de l'écologie économique. Et on est dans les années 70-80, donc il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une découverte, cette façon de voir les choses. Ici, l'économie est à sa juste place, elle est bornée. D'abord, elle n'est qu'une partie des relations sociales que l'on tisse. La société elle-même ne peut vivre qu'à l'intérieur des limites de notre planète. N'en déplaise à Elon Musk et les autres conquérants de l'espace. Cette économie n'est pas toute puissante. D'ailleurs, moi j'ai choisi de lui donner cette taille, mais je ne sais pas, peut-être que la sphère économique est plus petite ou plus grande? Je ne sais pas, on peut se poser cette question. Quoi qu'il en soit, penser ainsi, c'est remettre l'humain à sa place. C'est repenser la valeur et la richesse, la citoyenneté, la solidarité. C'est sortir du productivisme, c'est choisir de pratiquer la sobriété. Alors voilà ce que je dis à mes enfants, de retour dans ma voiture à Brocéliande. Un autre monde inspirant est possible et déjà là. Et ces arbres brûlés que vous voyez ne doivent pas cacher la forêt encore bien verte derrière eux. Merci pour votre attention. Donc on est là pour faire le point et assurer une connexion avec tout ce qui va être relié à la
la créativité. C'est le titre de cette conférence, circularité et créativité. Donc on en parle de sortir du productivisme, pratiquer la sobriété, repenser la richesse, la valeur, penser en cercle. Et comment créer avec toute une sorte de nouvelles contraintes qui vont limiter le champ d'action d'un créatif. Donc on était joyeux de pouvoir expérimenter dans un champ large, et là on nous met dans des cases de plus en plus petites et on ne peut vraiment pas créer. Donc est-ce qu'il y a là parmi vous, designers, un futur pour votre activité future, donc de pouvoir créer et de faire des choses qui sont intéressantes, ou est-ce qu'on va être cantonné à très peu de choses, voire quand on parle même de décroissance, et c'est des théories, est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on peut imaginer des créativités compatibles avec décroissance, défaire, est-ce qu'on est dans un modèle qui peut absorber un type de création qui va être aussi intéressante et pertinente, compatible avec ce qui Louise vient d'en dire. Donc, quelle est la marge qu'on a pour pouvoir créer? J'avais cette métaphore des œufs avec ce petit intrus qui était de l'iconographie de l'événement, ce petit rond. Voilà, et je me suis dit, comment penser autrement dans une production de ronds? En même temps, c'est la nature, c'est la production des œufs. Est-ce qu'on propose quelque chose de différent? Donc voilà, on est un peu dans cette dialectique de la créativité, elle est nuisible, ou est-ce qu'elle est une possibilité pour changer ces formes de relations sociales avec la nature, écosystémique. Il y a un sujet cet après-midi avec François. Qui va introduire cette idée-là aussi. Mais on est dans une affaire de contraintes et c'est pas depuis aujourd'hui. Le design et la création, les créativités, ce sont des concepts qui, pour pouvoir se mettre en place, ont besoin des contraintes. Donc j'ai suivi le devoir de Louise, qui a pris des penseurs qui ont déjà se penché sur la chose, et je prends le philosophe français Jean-François Lyotard, qui dans les années 90 a stipulé le champ du design. Il est limité à la limite, à l'occasion il ne parlait pas de design, il parlait de création graphique exclusivement, mais il se posait la question, quelles sont les contraintes de la création? Et il y avait celle-là, donc avec des mots de philosophe, faire aimable, c'est-à-dire que la chose doit plaire. C'est du domaine de l'esthétique. Donc elle doit plaire aux usagers, aux praticiens, elle doit plaire forcément aussi le commanditaire. Là, il n'en dit pas dans son texte, mais on le sait par la pratique qu'il faut que ça plaise celui qui paye. Et ça rentre aussi dans des liens complexes quand on va devoir faire une commande, mais aussi ça doit plaire à celui qui fait. Ce serait dommage de passer toute une vie et faire des choses qui nous rendent malheureux. Donc il faut être plaisant. Faire de la créativité, c'est un travail qui doit... on doit tirer un peu de plaisir là-dessus. Et puis, faire persuasif, faire rhétorique, il faut que ça communique, il faut que ça puisse convaincre, qu'il aille un rapport de persuasion pour indiquer ce qui doit être fait avec ce produit, avec cette idée, avec cette création. Donc, la création, elle doit avoir cette contrainte de réussir à faire cet effort-là. C'est du domaine de la rhétorique. Du domaine philosophique de la rhétorique. Et faire juste, donc là c'est un rapport à la vérité de ce qu'on dit. Donc est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on n'est déjà pas dans un mensonge quand on crée la création? Donc il faut trouver un équilibre entre ces trois. C'était pour lui ces trois sphères. J'aurais pu prendre la métaphore de Louise des ballons, mais finalement ça allait confondre parce que je vais réutiliser par la suite. Et puis il y avait des contraintes aussi que j'avais marquées
des contraintes c'est comme je vois le métier, des contraintes récréatives. Des fois, pour faire une création, on s'est dit, contrainte à moi, je vais utiliser qu'une couleur. Pour le plaisir, pour le défi de créer qu'avec une seule couleur. Ou encore, dans le domaine littéraire, il y a eu, dans les années 80 ou 70, je ne me souviens plus, le mouvement littéraire à Oulipo, qui créait des textes. Donc la créativité était s'imposer des contraintes comme ça, hasardeuses, comme écrire tout un texte, tout un livre, sans la lettre la plus utilisée de la langue française, la lettre E. C'est Georges Perec qui écrit La disparition, sans la lettre E, dans cet exercice fascinant, donc, de la contrainte et créative. Donc, il a voulu, et à la fois c'est inspirant. En se mettant cette contrainte, il arrive à faire un texte génial. Donc c'est intéressant de voir ces contraintes-là. J'ai essayé de trouver une logique entre ce qui fait le fond et ce qui est peut-être une contrainte supplémentaire, récréative, qui on s'ajoute aussi pour faire plaisir. Ça peut revenir à l'idée de faire aimable à soi-même, mais aussi faire aimable au lecteur qui connaît cette contrainte et qui a le plaisir de lire ce texte, pas seulement sans se rendre compte qu'il n'a pas la lettre E, mais justement de comprendre que cette écriture, elle a encore plus de valeur quand on connaît ces contraintes. Donc, la prise de conscience des contraintes est aussi une valeur ajoutée. Pourquoi on crée? Donc là, qu'est-ce qui motive un créateur? J'ai essayé d'être un peu juste dans cette économie, enfin, dans cette relation entre l'ego, entre le rapport à ce qu'on obtient dans la création. Il y a de nous, quoi qu'on fasse, même si on fait quelque chose avec une démarche qui soit vertueuse, il y a de nous, il y a une trace, rien n'est objectif, il va avoir toujours un rapport à soi dans ses créations. Et un rapport à l'éco, pas seulement économique ou écologique, écosystémique, parce qu'on a cette inclusion dans l'espace où on vit, et du coup c'est le rapport à l'autre, c'est égo, alter, si on veut. Et là j'ai essayé de représenter un peu comme je pense qui, dans la société actuelle, la chose est tournée, on a souvent ce rapport à ce que je dirais une dérive, ou plutôt la facilité de tomber dans le danger de la signature. On va vouloir voir notre nom exposé, on va voir des applaudissements, on va vouloir la reconnaissance. Il y a une jouissance de la création, parce que créer c'est sympa, ça nous plaise et on veut avoir cette reconnaissance. Donc il y a ça comme motivation là aussi. Est-ce qu'on pourrait comprendre d'où ça vient? Est-ce qu'il y a peut-être tout un système cognitif et psychologique dans la forme comme on s'engage dans la création, et qui nous fait tomber dans des types de créations qui peuvent être néfastes rien que par sa propre motivation. Donc je la pose là, et peut-être que si j'ai fait le parallèle avec ce qu'a montré Louise, est-ce qu'on pourrait des fois croire même que la place à la motivation de ce qui est créé ne serait une infime partie, ou l'inverse plutôt, le rapport à la nature, à la société, à l'économie, est à l'intérieur des intérêts personnels d'avoir une reconnaissance et de se réjouir de cette fierté d'avoir créé. Donc c'est une chose qu'on doit se poser comme créateur. Pourquoi on fait une telle création? Qu'est-ce qu'elle nous procure comme résultat? Et là, une fois que la chose est créée, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle que cette création va avoir dans l'environnement où elle va être déposée? Est-ce qu'elle va être juste jetée? C'est bon, je passe à une nouvelle création et je recommence à créer, déposer mes créations. Et pourquoi donc ce soin à la chose créée, on doit un peu l'envisager comme une petite créature. Là, elle est personnifiée dans un être vivant, mais qui a besoin de soins, a besoin d'être accompagné, qui va avoir un cycle de vie.
et qui, ce cycle de vie doit aussi être pris en compte comme une contrainte dans la création, parce que c'est de notre part, c'est notre créativité qui va être le point de départ pour que dans l'autre pointe, on puisse avoir des dérives écologiques et sociales. Parce que si on ne prend pas le temps de réfléchir à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la vie qu'elles vont en avoir par la suite. J'adore Blaise, le poussin masqué de Claude Ponty. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je lis pour ma fille aussi. C'est une histoire, une conférence avec le rapport des enfants. Et c'est un poussin complètement fou, pour ceux qui le connaissent, ou ceux qui ne le connaissent pas. Et d'une imagination magnifique. Mais là, si on est juste avec le personnage et pas avec le créateur qui a une création adorable, le poussin, il est complètement déboussolé et on ne va pas lui laisser créer tout seul et intervenir sur le rapport ça puisse avoir par la suite de ses créations dans le monde. C'est important aussi de réfléchir à comment ça va interagir. Donc dans cette trait d'union que j'avais mis tout à l'heure, et j'ai plutôt voulu essayer de trouver un point de convergence entre chaque échelle de ce système. Ici, on a un cercle qui représente la nature et il y a le point de contact avec la société. Et c'est sur ces points de contact qu'on doit être sensible, attentif, pour voir en quelle mesure un design circulaire pouvait avoir du sens dans nos productions. Donc là, on n'est pas intéressé, pour ma part de la créativité, sur la taille ou sur la forme comme elle s'imbrique, mais plutôt la relation qu'on a entre économie, société et nature. Et pour l'occurrence, l'ego et son rapport à l'éco, et comment ça fait écho. Comment moi je me vois dans l'autre, comment je me vois dans l'espace économique, écologique et écosystémique, et en quoi ça résonne en moi. Donc, ça peut être une forme d'envisager un plaisir d'être en emphase avec ces créations. Je pense à d'autres modèles de création, d'autres modèles économiques du monde créatif, et je prends cet exemple qui n'est pas forcément un exemple phare de l'économie circulaire, mais qui pense les choses autrement. On est sur un phénomène qui, dans la création sur Internet, la création web, tient la belle part de 43% du web. Donc 43% du web est réalisé avec la technologie WordPress, qui est une technologie open source. Donc, open source, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui l'a démarré et qui l'a passé la main à d'autres, qui l'a co-créé avec des milliers de personnes depuis 2003 quand la création a été faite. Et celui qui a décidé de faire une création et l'a laissé en open source, il l'a passé la main, il a dit je ne suis pas le seul, donc j'ai un ego tout petit, on ne le connaît pas. Si on tape sur Internet origine de WordPress, on va découvrir le créateur de base, mais on va voir que ce qu'il a apporté était infime vis-à-vis de ce que l'outil aujourd'hui il permet de créer. Donc ces nouvelles formes, ces nouvelles modélisations d'une économie créative qui sont basées sur la co-création, elles peuvent être en partie un système de réponse pour essayer de trouver l'implication des usagers, des praticiens du design, ceux qui pratiquent des objets, qui vont participer à cette forme d'élaboration, donc à une méthodologie de création qui implique plus que celui qui a son ego dans la création. C'est intéressant de se poser cette question, même si l'exemple en soi n'est pas l'exemple majeur d'économie circulaire, mais l'amélioration de l'outil
elle passe par cette concertation, par un consortium d'acteurs qui vont naturellement créer des plugins et pour la plupart, parce que j'ai bien marqué que c'est une économie solide, il y en a plusieurs personnes qui en tirent sa vie en travaillant avec l'outil WordPress, qui vont créer des plugins payants ou qui vont avoir juste une survie à partir de dons. C'est le cas pour le WordPress, il est tellement massivement utilisé que les dons sont capables de donner une survie au projet pour qu'il puisse continuer à être amélioré. Et aussi tout ce qui participe à cette création. Donc je reviens sur les contraintes et j'essaie de formaliser qu'est-ce qui pourrait être des contraintes circulaires à rajouter à celles du départ. Donc effectivement, le travail va être plus lourd, mais peut-être qu'il va être plus riche, peut-être qu'il va faire plus de sens, peut-être qu'il va donner autant de plaisir aux créateurs et un plaisir qui est peut-être différent de celui d'être centré sur soi, mais de participer et de partager des choses, tout en ayant une forme d'écho avec les autres. Donc la première, c'est celle de faire attention à l'autre. C'est une contrainte d'être attentionné et de penser j'ai créé, ça me fait plaisir, mais et l'autre, celui qui va l'utiliser, celui qui va être indirectement affecté par la création, qu'est-ce qu'on peut en dire? Réduire ou éliminer ses empreintes. Donc là, empreinte, est-ce qu'on a besoin d'empreinte écologique, mais empreinte sociale aussi? Est-ce qu'on a besoin d'être partout, visiblement? Est-ce que le produit a besoin d'avoir le rôle qu'il joue avec ses utilisateurs, avec ses usagers? Elle pourrait permettre le dialogue, parce que c'est une chose importante, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on est là et pour laquelle on existe tout simplement, on est là pour faire des échanges. Donc si le design ne provoque pas une expérience saine avec les autres, c'est peut-être ou qui va limiter ou qui va l'enlever, c'est peut-être qu'il y a une économie, même pour les développeurs du design numérique. Est-ce que ce design, il enferme les gens? Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas passer à côté aussi de cette contrainte. Elle doit, pour circuler, il faut dialoguer, il faut faire passer des mots, il faut partager des choses. Donc elle est au-delà des contraintes écologiques, il faut aussi penser à la forme comme le design va relier les gens. Et la dernière que j'ai marquée, pour ma part, rendre curieux. J'en ai parlé un tout petit peu quand j'ai cité le projet de Oulipo avec le livre La disparition. Quand on connaît la contrainte, si on est curieux de savoir comment la chose a été faite, pourquoi elle a été, pourquoi on a ajouté certaines contraintes dans cette création, c'est beaucoup plus plaisant au lecteur. Il va connaître la contrainte, il ne va pas juste voir la chose finie et s'en servir de façon consumériste et je pars à une autre création, mais je me donne le temps de découvrir comment, et aussi en tant que créateur, je permets à mon usager de comprendre quelles ont été les contraintes, je l'explique, je suis didactique, je valorise cette démarche créative et peut-être qu'il lui aussi, il va vouloir se lancer dans cette nouvelle posture en tant que consommateur de ce qui a été fait, mais s'engager dans l'amélioration du produit, de l'idée et du service qui a été donné au départ. Donc, on peut imaginer qu'au contraire de ce que j'avais stipulé au départ, que ces nouvelles contraintes puissent aussi être amusantes. Elles puissent donner un défi aux créateurs de vouloir rompre avec cet enfermement qui est imposé, qui est anxiogène, qui, pour le coup, puisse donner une envie de jouer avec ces contraintes, les combiner, les voir autrement. Est-ce qu'on pourrait même déconstruire et réécrire ces contraintes avec une nouvelle façon pour peut-être les améliorer et les affiner, les raffiner, les frontières pour cette création possible. Moi, je vais
finir là, et je pense que il n'y a rien qui est encore très défini sur les formes comme on peut, les méthodologies qu'on puisse mettre en place, et je pense qu'elles sont à chaque contexte à repenser. On ne peut pas avoir une méthodologie qui va fonctionner pour avoir cette créativité, et en fait, c'est déjà en ayant ces 4 nouvelles contraintes de production qu'on peut se donner le temps de dire quelle méthodologie pourrait mieux être mise en place pour un projet de ce type, et garder un écho circulaire là-dessus. Voilà, merci bien.